Dans cette vidéo, je voudrais parler du fameux incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Certains pensent que c'est Israël qui est derrière tout ça, que les sionistes ont foutu le feu à l'usine pour forcer Macron à entrer en guerre contre l'Iran. C'est une théorie intéressante, mais personnellement j'y crois pas trop. Je pense qu'il s'agit plutôt d'éco-terrorisme, c'est-à-dire d'écologistes extrémistes radicalisés qui ont foutu le feu à cette usine pour effrayer et intoxiquer la population. C'est un terrorisme dont on parle peu, mais qui existe, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Tout comme Al-Qaïda et Daesh, ces terroristes verts font le jeu de l'élite mondialiste. Ils sont à la fois les complices et les idiots utiles de cette élite qui les finance. Ces gauchistes radicalisés ont la haine de l'humanité tout entière, et souhaitent tout simplement sa disparition. Eux-mêmes sont prêts à tuer un maximum d'êtres humains si ça peut sauver la planète. C'est l'idéologie gauchiste poussée à l'extrême. Les membres de l'ITS, un groupe éco-terroriste, le disent très bien. Tous les êtres humains méritent de mourir, ce sont leurs mots. Ils ne font pas de différence entre les riches et les pauvres, entre les couleurs de peau et les religions. Ils veulent exterminer tout le monde. Depuis décembre 2018, le groupe ITS, les individus tendant au sauvage, revendique au moins 5 attentats dans 4 pays. Le Brésil, le Chili, la Grèce et le Mexique. Pour entrer en contact avec ce groupe éco-terroriste qui commet des attentats au nom de l'écologisme, nous nous sommes rendus sur un site qui diffuse les communiqués du groupe. Dans une vidéo exclusive, un membre de l'organisation répond aux questions de TV5 Monde. Je suis Chalet, membre fondateur des individus tendant au sauvage et chef de ITS au Mexique. ITS s'est créé spontanément. En avril 2011, nous avons commis notre premier attentat à la bombe qui a gravement blessé un employé d'une université au Mexique. Nous voulions en rester là, mais en voyant que nous pouvions utiliser ce modus operandi, nous avons commencé à perpétrer des dizaines d'attentats avec des colis piégés. Dès lors, notre projet criminel a porté ses fruits. Et que les choses soient claires, notre projet n'est pas le résultat d'une réflexion planifiée sur du long terme. Non, il est davantage la conséquence d'un acte spontané qui s'est renforcé d'année en année. Aujourd'hui, 8 ans après sa création, le groupe ITS est présent dans 7 pays, 4 en Amérique latine, l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique, et 3 en Europe, l'Espagne, la Grèce et le Royaume-Uni. Nous avons beaucoup appris de la nature sauvage, de ses processus et réactions. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle posture a émergé, issue de l'éco-anarchisme et du primitivisme. ITS ne croit en rien, si ce n'est en eux-mêmes, en leur nature sauvage et leurs racines primitives. Sur la table sont disposées une carafe ancienne appartenant au peuple chichimèque, un extincteur, des bouteilles de gaz butane, des racines de mesquité, une plante mexicaine, et un crâne de mouton. Des objets qui témoignent de la proximité des extrémistes écologiques d'ITS avec les peuples indigènes d'Amérique latine. ITS se positionne comme un groupe international criminel sans espoir de perdre ou gagner une guerre contre l'humanité. Nous sommes comme un animal sauvage, persécuté par son prédateur. Sans issue, il bataille pour survivre jusqu'à sa mort. Nous voyons la cruauté du monde et sa réalité si violente. Nous la comprenons très bien. Et donc l'espoir est mort chez nous. Il n'existe pas. Et il n'existera pas de changement ou de révolution qui transforme la merde en or. Nous sommes perdus. Et nous acceptons notre déclin tout en regardant en face la problématique réelle, le progrès humain et la civilisation moderne. À court terme, nous attendons seulement la destruction et le chaos. Nous voulons participer à la déstabilisation de l'ordre établi et prendre part à la paranoïa collective pour terroriser les bonnes habitudes d'une société corrompue par son hypocrisie. À long terme, la seule chose que nous voulons, c'est survivre, continuer à mener notre guerre, nous étendre à d'autres nations et réussir tous nos attentats. Dernier coup d'éclat en date d'ITS. Des engins explosifs posés dans des églises au Mexique en février 2019 et en Grèce en décembre dernier, où un attentat à Athènes a fait 2 blessés. L'écoterrorisme sert la propagande sur le changement climatique.
En effet, quoi de mieux qu'une usine toxique qui pète en plein centre-ville pour faire accepter aux gens de nouvelles lois et de nouvelles taxes, pour soi-disant les protéger, eux et l'environnement. C'est toujours la même musique. Pour votre sécurité et celle de la planète, vous aurez moins de liberté. Je pense qu'il s'agit d'un acte terroriste, tout simplement parce que je ne crois pas aux coïncidences. En effet, Lubrizol est la 4e usine de ce type en France à avoir connu un incident en l'espace de quelques semaines. Ce n'est pas normal. Surtout que le timing est parfait, ça tombe en pleine propagande climatique. Et les médias officiels ont tout de suite récupéré cette information pour renforcer cette propagande. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'est mon instinct de complotiste antisémite qui me fait dire ça. Le 3 septembre dernier, il y avait déjà eu un incendie dans une usine Lubrizol, située près du Havre. 50 pompiers et des moyens importants ont été mobilisés pour éteindre l'incendie. Le 1er octobre dernier, une autre usine chimique située à 4 km seulement de Lubrizol a elle aussi été touchée par un incendie. Et fin septembre, c'est une usine de Toulouse qui a pris feu. Et toutes ces usines sont classées Seveso, c'est-à-dire des usines dangereuses placées sous haute sécurité. Enfin, normalement. Les dirigeants de Lubrizol privilégient la thèse de l'incendie criminel. L'un d'eux a déclaré sur France Info, je cite, « On n'avait pas imaginé qu'un départ de feu se déclare dans cette zone-là, où il n'y a pas d'activité, seulement du stockage. On est extrêmement étonné. Je suis très étonné de voir un incendie qui se déclare en pleine nuit, dans un endroit où il n'y a personne. Je m'interroge. C'est sûr qu'ils ont tout intérêt à dire qu'ils ne sont pas responsables de l'incendie, mais leur déclaration est à prendre en compte. De toute façon, ce ne sont que des sous-fifres. Les usines Lubrizol appartiennent en réalité au milliardaire américain Warren Buffett, grand soutien de Barack Obama et d'Hillary Clinton. Un 5 étoiles de l'élite mondialiste. Tout de suite, ça devient plus intéressant. Warren Buffett est aussi un grand ami de Bill Gates, dont le nom a récemment été cité dans l'affaire Epstein. Tout comme Bill Gates, Warren Buffett se présente comme un bienfaiteur de l'humanité, voulant dépenser sa fortune pour rendre le monde meilleur. Mon cul. En réalité, on sait tous que ces putains d'oligarques se cachent derrière les œuvres caricatives, d'abord pour se donner une bonne image, mais surtout pour faire avancer leur plan mondialiste. Ce Warren Buffett est un kabbaliste messianique, comme tous les autres. Il est d'ailleurs un fervent soutien d'Israël et de sa politique sioniste. Warren Buffett, et ça c'est très intéressant, a aussi des liens avec l'écologie. Il a investi 16 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et détient 7% de la production éolienne des États-Unis et 6% de sa production solaire. La propagande climatique et la production de nouvelles énergies profitent à ces pourritures de philanthropes milliardaires. Warren Buffett a également soutenu la conférence de Paris sur le changement climatique et a pris des engagements majeurs pour le développement futur des énergies renouvelables. Il a donc tout à gagner à voir ces usines toxiques détruites par des éco-terroristes, car cela sert les plans de l'élite dont il fait partie. En résumé, c'est un fervent soutien d'Israël et de la propagande écologique. Il a pu mettre le feu à sa propre usine pour à la fois menacer Macron par rapport à l'Iran et en même temps renforcer la propagande environnementale. Ainsi, il ferait d'une pierre deux coups, c'est une hypothèse qui se tient. Les discours larmoyants et alarmistes à la Greta Thunberg ne suffisent plus. Il faut maintenant que les gens aient peur pour leur vie. Pour justifier ces guerres au Moyen-Orient et restreindre les libertés, l'élite mondialiste a fait couler le sang de centaines de Français. Ce ne serait donc pas étonnant de voir cette même élite s'en prendre à leur santé pour instaurer sa dictature écologique. La peur est l'arme la plus efficace dans cette guerre menée contre les peuples. J'ai trouvé un témoignage intéressant d'une personne vivant près d'une centrale nucléaire, et je vais vous le lire. Il y a environ 3 semaines, le département où j'habite, et qui possède une usine nucléaire, a décidé d'envoyer une lettre permettant aux habitants, proches de la centrale, d'acheter en pharmacie des pastilles d'iode, avec en plus réunion d'information en cas d'accident nucléaire. Que craignent-ils? L'usine ne serait-elle pas assez sûre, ou s'attendrait-il à une action terroriste? Bizarre. Avec ces incendies sur des sites Seveso, ça commence à faire de trop. En effet, les questions que se pose cette personne sont légitimes. Ça fait un moment que les médias nous parlent d'un attentat possible sur des centrales nucléaires, mal surveillées, ou d'un accident dû au manque de moyens pour les entretenir. Ça nous pend au nez. En tout cas, ce genre de lettre ne peut qu'effrayer la population,
qui ne serait pas mécontente de voir la fermeture de ces centrales nucléaires si menaçantes. En tout cas, la population de Rouen et des alentours a peur pour sa santé. Et les mensonges du gouvernement ne font que renforcer cette peur. Le jour de l'incendie, il pleuvait littéralement des produits chimiques sur Rouen, et une fumée toxique de 22 km de long a traversé la ville et ses environs. Et les autorités osent dire aux gens qu'ils ne risquent rien. Comment garder son calme dans ces conditions? Surtout quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez dans votre cour une suie noire et épaisse qui brûle les doigts. Mais le gouvernement nous dit que c'est inoffensif, donc tout va bien, on peut les croire. Bien sûr, il ne faut pas dire aux gens qu'ils vont crever d'un cancer dans 5 ou 10 ans. Mais je pense que ce manque d'informations autour de l'incident et ses conséquences sur la santé est sciemment entretenu par nos élites, afin, comme je l'ai dit, de maintenir les gens dans la peur. Un grand nombre de personnes se plaignent de nausées, de maux de tête et de vomissements. L'eau du robinet est même devenue marron, preuve que cette pollution chimique est entrée dans les sols. Ok. Il s'est passé quoi dans mon eau? C'est un peu bizarre, non? Bon appétit tout le monde. En tout cas, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette usine. Les pompiers qui sont intervenus sur le site se posent beaucoup de questions. Surtout qu'on leur interdit de connaître le résultat de leur prise de sang, ce qui ne doit pas être facile à vivre. Il progresse dans un épais mélange de produits chimiques et d'hydrocarbures. Et malgré le port de son masque respiratoire, l'homme s'interroge dès les premières heures sur la toxicité du site. Il reste des points chauds, une fumée blanche, une odeur très forte. On n'a pas de consigne par rapport aux produits, par rapport aux risques. On se rend compte que c'est des milliers de fûts qui sont éventrés, une boue au sol qui fait 5 à 10 cm de toutes les couleurs, une zone qui est chaotique. On commence à se poser des questions en disant qu'est-ce qu'il y a dans les fûts? Est-ce qu'il y a un risque pour moi? Et en gros, on entend qu'il n'y a pas de risque. La communication n'a pas été bonne. C'est une catastrophe, clairement, écologique et certainement sanitaire. Pendant plusieurs heures, ils ont lutté contre un incendie hors norme, ponctué d'explosions comme celle-ci. À quelques mètres cette nuit-là, des policiers mettent en place un périmètre de sécurité. Depuis, ils sont pris en charge par un protocole médical spécifique. Nous, on a travaillé dans l'urgence, mais on n'a eu aucune consigne concernant des protections individuelles ou des masques X ou Y. Tous les collègues qui étaient présents ont eu à peu près les mêmes symptômes. On a eu tous des nausées, certains des vomissements. Moi, principalement, c'était des maux de tête, des picotements au niveau de la gorge, au niveau d'une irritation que je ne m'expliquais pas. Le médecin des pompiers se veut rassurant. Les feux d'hydrocarbures, effectivement, dans les fumées, il y a des produits irritants. Tous ces symptômes sont passagers et durent, en règle générale, moins de 24 heures. Pourtant, 5 jours après la catastrophe, pompiers comme riverains continuent de décrire des symptômes persistants. Leurs tenues ne sont pas faites pour résister à des éléments chimiques aussi dangereux. Elles ne sont pas adaptées, et d'après certains documents officiels, il y avait même des substances radioactives. Bref, ces pompiers me font penser à ceux de Tchernobyl, qui ont été les premiers à mourir. Je ne leur souhaite pas le même sort, bien sûr, mais il y a quand même de quoi s'inquiéter. Quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit qu'on a tous les éléments d'un film catastrophe. L'explosion spectaculaire d'une usine chimique, les conséquences désastreuses pour les personnes et l'environnement, les pompiers héroïques, la population effrayée, et le plus important, le gouvernement incompétent, qui ne dit pas toute la vérité aux gens. On dirait que tout a été écrit à l'avance. Ah oui, puis j'ai oublié aussi le scientifique rebelle qui passe à la télé pour critiquer les mauvaises décisions du gouvernement, comme ce scientifique interrogé par BFM. Reprenne Frédéric Poitou les mots du Premier ministre hier. Est-ce qu'il prend un risque quand il dit que les odeurs sont gênantes, mais pas nocives?
C'est toujours pareil, on peut interpréter les mots si vous voulez. Moi j'ai bien entendu ce que disait le député et il dit que les analyses ne sont pas inquiétantes, mais on n'a produit que le centième des analyses de ce qu'on pouvait produire. Quand le Premier ministre dit que les odeurs sont gênantes mais pas toxiques, c'est pas impossible parce que s'il s'agit de produits de type mercaptan, ça sent mauvais mais ce n'est pas nécessairement toxique. Là où ça ne va pas, c'est que certains produits sont quasiment inodores et on ne les voit pas. Comme l'a dit le préfet, lorsqu'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de pollution. Quand on entend ce genre de choses, c'est absolument scandaleux parce que en fait on ne prend pas en compte la majorité des composés qu'on n'a même pas dosés et qui eux sont complètement inodores. Donc il prend un risque lorsqu'il dit en même temps d'un côté préfecture que finalement il n'y a pas de toxicité avérée et de l'autre côté que les agriculteurs seront indemnisés. Il y a un double langage qui ne va pas du tout. Si les agriculteurs sont indemnisés et que leurs productions sont mises sous séquestre, c'est pas par hasard. Ça veut bien dire qu'on sait bien en haut lieu avec les résultats des analyses qui ont nécessairement été faites sur les RBC, qu'il y a de véritables risques. Alors on produit un certain nombre d'analyses qui ne sont pas très inquiétantes pour rassurer la population, mais la réalité est vraiment tout autre. On voit bien que tout ça fait partie d'un grand scénario écrit à l'avance, car l'élite ne laisserait jamais un scientifique critiquer l'action du gouvernement sur une grande chaîne de propagande si ce n'était pas voulu. Le but, je le répète, est de maintenir les gens dans la peur. La question est maintenant de savoir jusqu'où cette élite démoniaque est-elle prête à aller. Fera-t-elle péter d'autres usines de ce genre, ou pire encore, une centrale nucléaire? L'avenir, j'en ai bien peur, ne tardera pas à nous le dire. Que Dieu vous bénisse.